Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, débrief du deuxième individuel de la saison. Le premier sur le vrai format du 20 km, parce que c'est vrai que à Contiolati ce n'était qu'un 15 km, c'est ce qu'on appelle un individuel court. Là on avait un vrai individuel. Et c'est toujours particulier cette épreuve avec l'alternance des tirs, couché, debout, et puis le kilométrage qui fait que c'est une épreuve vraiment d'endurance dans ce format-là, c'est l'épreuve la plus longue que l'on a en termes de biathlon. Et puis cette gestion de course où il faut faut pas être à l'attaque et en même temps faut pas non plus trop se ralentir parce que sinon tu peux faire des erreurs aussi. Donc c'est toujours une course difficile à gérer l'individuel et on le voit. Quand vous regardez aujourd'hui le top 20 de cette épreuve, c'est quand même un top 20 qui est extrêmement surprenant, surtout le top 10 en fait. On a quand même un top 10 où on n'a aucun des frères Beu, ça n'arrive pas souvent dans l'année. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Vous pouvez faire un super thanks dans les commentaires, ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et puis, vous pouvez également rajouter la petite cloche, ça me permet de me soutenir. Plus vous cliquez rapidement sur les miniatures sur la notification, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Je remercie également les gens qui font cet effort. On commence tout de suite avec ce 20 km. 20 km qui est atypique, quelques absents, Ouldal qui n'était pas présent, le retour de Johannes Dahle, l'absence de Christiansen au final aussi. Il y avait Stromsheim, mais au départ ça devait être Ouldal qui devait faire la course. Et puis des conditions du côté de Ruhpolding. Alors il y avait un peu de brouillard, mais bon, on avait plutôt des conditions de vent qui paraissaient stables avec un pas de tir à Ruhpolding qui est plus simple qu'à Oberhof. Il y a moins de vent, on est plus dans une cuvette, donc c'est un peu plus facile à gérer. En plus, on a un rythme cardiaque qui est plutôt lent. Mais des fois, on s'emballe un petit peu, on essaye d'aller un petit peu plus vite que la musique et ça peut coûter extrêmement cher. C'est ce qui s'est passé à certains des concurrents au départ de cette course. Et on va regarder tout de suite les résultats avec la victoire d'un Norvégien aujourd'hui, peut-être pas celui qu'on attendait le plus, Vebjørn Sverum, le Norvégien, alors qui est bon depuis le début de saison, Sverum, mais c'est vrai c'est pas forcément le format, on s'attendait plus à le voir devant, surtout avec une belle marge du côté du Norvégien. Il gagne quand même avec quasiment une minute d'avance sur Emilien Claude aujourd'hui. C'est vrai que Sverum, il est très fort dans le dernier tour, donc moi je m'attendais plutôt à ce qu'il s'impose dans une mass start ou dans une poursuite Sverum, dans une course à confrontation, parce que c'est vrai qu'il est capable dans les derniers tours de faire des choses que beaucoup de concurrents ne sont pas en capacité de faire, d'en remettre. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le seul qui a cette capacité-là aujourd'hui, Sverum, de finir aussi fort. Donc c'est vrai, je me disais, j'attendais pas grand-chose de Sverum ce matin. S'il s'était planté, j'aurais pas pleuré, par exemple, du côté de Vebjørn Sverum, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément sa course de prédilection au Norvégien, et pourtant, chapeau, parce qu'aujourd'hui il a été bon. Alors déjà il a été bon sur les skis, ça il a été rapide sur les skis, régulier aussi dans ses tours. Il n'y a pas forcément un dernier tour qui est beaucoup plus canon que les autres et un début de course peut-être un petit peu trop mou. Non, il a été bon sur tous les tours de la course. Donc ça c'est déjà une très belle performance de la part de Vebjørn Sverum. Et puis, surtout, il y a le tir aujourd'hui. Et pourtant, je me suis dit sur le dernier tir, il va peut-être commencer à penser aux résultats, il connaît peut-être les écarts. Emilien Claude lui part un petit peu plus à l'aveugle que Sverum. Donc Sverum, il sait peut-être qu'il est... Puis on le sait, dans un individuel, on sait qu'un individuel à 19 ou 20, vous savez très bien que vous faites un résultat. C'est une course où, à 20 sur 20, vous savez que vous êtes dans le top 10 normalement. Et un Norvégien sait qu'il est dans le top 5. Donc lui, je pense qu'il savait où il en était. Et il a réussi à en remettre vraiment, et surtout être solide sur le tir.
à pas se déconcentrer, ce qui aurait pu être l'erreur. On a vu Tariebeu, quelques tirs auparavant, qui n'arrive pas à réaliser un bon dernier tir. Sweroum, lui, il le réalise, je dirais presque en décontraction, presque comme un tir d'entraînement. Et il fait une superbe course aujourd'hui. Voilà, il sauve les Norvégiens avec Johannes Dahle, parce que les autres ont été plus en difficulté, et il fait la super course. Donc non, bravo Sweroum. Mais c'est vrai que c'est un très bon biathlète. C'est peut-être pas celui qu'on avait repéré dans les jeunes années le plus. Il y a d'autres concurrents qui avaient été peut-être un peu plus repérés un peu avant lui. Mais il y a du talent aussi chez Sweroum. Et avec ce type de résultat-là aussi, il peut gagner une place dans le relais. Il faudra voir avec le retour de Johannes Dahle, mais on sait que le relais norvégien, Christiansen, n'est pas en odeur de sainteté. Tariebeu, peut-être pas non plus si exceptionnel que ça. Donc il y a de la place. Sweroum peut prendre une de ces places-là en devenant un titulaire de ce relais norvégien. Tu sais que quand tu es titulaire du relais norvégien, forcément tu peux... T'as quand même de grandes chances d'avoir une médaille autour de cou au moins à la fin des championnats du monde. Donc ça déjà, ça te rassure au moins sur un paramètre. Donc non, c'est un concurrent qui est très dangereux. Il faut faire attention à lui. Voilà, mais très beau résultat aujourd'hui, très belle course de Sweroum. Deuxième, la surprise du chef pour moi, deuxième. On voit quand même que lui et Hardweg, c'est quand même les concurrents qui ont réussi de belles performances quand même à Oberhof et que ça monte en puissance. C'est Emilien Claude. Emilien Claude, c'est quand même la grosse surprise du jour de le voir sur le podium. Mais il fait encore une super course. On avait vu déjà à Oberhof, j'avais dit, tu vois, sur le sprint, quand les Français font triplé, j'avais dit, Emilien Claude, il fait top 10 aujourd'hui, super course, c'est un peu la course de référence pour lui, parce que jusqu'à maintenant, il avait des temps de ski où il a progressé dans la hiérarchie mondiale, parce que c'était son gros problème l'année dernière notamment, c'est que ses temps de ski n'étaient pas suffisants pour être en Coupe du Monde, mais il avait perdu son tir, ce qu'on peut dire avec Didier Bionaz par exemple qui a ce problème-là, et c'est vrai que depuis le début d'année, sur les 3 premiers rendez-vous de la saison, il n'arrivait pas à retrouver son tir. Il a eu de la chance, et contrairement aux filles, lui, il n'y a pas ça. Enfin, en IBU Cup, les garçons ont un petit peu plus de mal, donc il n'y a pas forcément du danger imminent derrière lui. Mais c'est vrai que certains auraient pu se dire, est-ce qu'on a besoin de donner ce quota-là à un concurrent qui aujourd'hui a du mal à être dans le top 30 d'une épreuve de Coupe du Monde? C'est vrai que ça a dû discuter quand même en interne, je pense, sur le cas Emilien Claude, de se dire, on le laisse en Coupe du Monde ou on le redescend en IBU Cup pour qu'il se refasse en termes de résultats. Et on l'a laissé en Coupe du Monde. Et derrière, à Oberhof, il fait ses premiers grands résultats et vraiment avec des très très bonnes courses où il a été très solide. Là, il continue sur sa lancée parce qu'il a retrouvé une bonne dynamique et puis il a trouvé peut-être le mode d'emploi. Le résultat d'Oberhof sur le sprint, je pense, était un déclic aussi pour Emilien Claude. Là, il est aussi sur un exercice qui lui convient très bien, parce que c'est quand même un exercice de tireur, l'individuel. C'est vrai que c'est surtout au tir que vous pouvez faire des différences en prenant 0 pénalité. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, Emilien Claude, avec ce sans faute aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec Emilien Claude, c'est que cette deuxième place, on espère, va lui donner de la confiance dans le futur. Pourquoi pas à Antols, pourquoi pas également pour les championnats du monde. On aura besoin d'un collectif solide pour les championnats du monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va pousser forcément les autres aussi à être performants dans leur biathlon, parce que faut pas qu'ils se disent non plus, grosso modo, on est 4 derrière, les 2 autres sont plus là pour faire le nombre. Non, Emilien Claude, il est capable de faire des résultats. Antonin Guigona, sur certaines épreuves aussi. Donc les 4, faut qu'ils fassent du bon boulot aussi.
faut pas qu'ils se disent, les Fabien Claude, les Émilien Jacquelin et autres, faut pas qu'ils se disent, oh bah non, on n'est pas forcément en train de faire la différence et voilà, on peut se contenter d'être à 50% de nos possibilités, de toute façon notre place en relais elle est assurée. Non, parce que Émilien Claude ça commence à pousser, parce que Antonin cette année n'est pas mauvais en termes de performance, donc derrière ils sont là. Et c'est, je dirais pour le moment c'est toujours 4 plus 2. Mais le plus 2 se rapproche de plus en plus des 4 de devant. Donc il faut qu'il fasse attention. Troisième, Rastor Goulief. Toujours très bon dans les individuels. Hein. Rastor Goulief, le laiton, comme l'autre fille chez les laitons, j'ai oublié son nom, qui est aussi très forte en individuel. C'est fou parce que Rastor Goulief, j'avais un peu regardé ses dernières courses, je l'avais pas trouvé exceptionnel, notamment au niveau du tir. J'avais trouvé qu'il y avait quelques erreurs. Et là aujourd'hui, bah, le tir est là. Le temps de ski est pas dégueu non plus du côté de Rastor Goulief, parce que quand vous regardez, il est qu'à 4 secondes d'Emilien Claude. La différence entre les deux, c'est que Emilien Claude fait 20, lui il fait 19. Donc le temps de ski était pas mauvais pour Rastor Goulief. On voit que c'est une épreuve, vraiment l'individuel, lui qui maîtrise complètement. Parce que bah, peut-être que être à 85%, 90% de ses capacités physiques, c'est là où il arrive à mieux se concentrer. Et ce format d'individuel a toujours fonctionné du côté de Rastor Goulief. C'est là où il a toujours eu ses meilleurs résultats, c'est sur l'individuel. Pourtant, en mass start, en poursuite, il y a également 4 tirs. Il n'arrive pas à être aussi performant sur ces épreuves-là. L'individuel, c'est un peu la discipline de Rastor Goulief. Donc, et puis il fait une course solide, hein, encore une fois, 19 sur 20. Un 19 sur 20, c'est un bon score. Hein. Sur un individuel, je dirais à 18, c'est correct. Hein. Donc là, bah, il fait la bonne course. Donc bravo monsieur Rastor Goulief. Et puis on espère quand même le voir un petit peu plus régulier. C'est un peu le problème du laiton. C'est que c'est vrai qu'il y a un petit peu un manque de régularité. Il est capable aujourd'hui de faire 2-3 coups dans l'année. Il n'est pas capable d'être là pendant toute la saison. C'est un peu le problème de Rastor Goulief. Donc ça serait bien que voilà, qu'il soit efficace toute l'année. Mais par contre, il sera là au championnat du monde sur un individuel. Là, on le sait, hein, le laiton, il sera là et il sera dangereux. Pardon. Deuxième surprise pour moi, c'est Niklas Hartweg. Il progresse, hein, Hartweg. Il progresse beaucoup, je trouve. Et puis lui aussi, hein, course référence à Oberhof. Derrière, ça fait le résultat Ruhpolding. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est quand vous avez 3 rendez-vous qui suivent en janvier, quand vous êtes au top, vous enchaînez normalement les bonnes performances. Par contre, quand vous êtes au plus bas, c'est très compliqué de rebondir. C'est ce qu'on va suivre même du côté des filles demain, leur capacité à rebondir. Ce qui est bien avec Hartweg, c'est un peu comme Emilien Claude. Ils ont fait à Oberhof des bons résultats. Derrière, ça enquille du côté de Ruhpolding. Mais Hartweg, il progresse. Voilà, on voit. Quand vous voyez à Oberhof, il fait 7 et 8. Donc voilà, c'était vraiment bien en termes de résultats. Et sur le relais mixte, ils font 4ème. Je crois qu'il fait aussi un bon relais mixte. On voit quand même dans le top 10 que les mecs ont été performants depuis quelques rendez-vous en ce mois de janvier. Et bah derrière, ça fait tout de suite des bons résultats. Et ça fait du bien de le voir au top, Niklas Hartweg. Parce que c'est quand même un mec dont on parle beaucoup. Qui a quand même quasiment 100 départs en Coupe du Monde. Là, je vois. Mais ça fait depuis quelques temps où il n'y a pas forcément toujours de grands résultats. L'année dernière, la saison avait été compliquée pour Hartweg, et là ça fait du bien de le revoir à un niveau un petit peu plus intéressant. Il avait déjà fini 6ème de la Coupe du Monde de l'individuel en 2022-2023, donc on voit que c'est un exercice qui l'affectionne. Mais c'est vrai que son année 2023-2024 n'avait pas du tout été bonne, donc là ça fait du bien de le revoir un petit peu aux avant-postes
Niklas Hartweg, de le revoir à un bon niveau. On espère que ça va continuer également pour le Suisse. Hornig, bah là aussi, hein, comme je dis, pour les petites, pour les nations où tu es un peu moins rapide sur les skis, le sans faute, ça t'emmène forcément quasiment dans le top 10. C'est le cas pour Hornig, c'est le cas pour Otto Ivenius. Là encore, la confiance, hein, du côté de la Finlande. On remporte le relais mixte simple. Derrière Otto Ivenius, qui lui était sur le relais mixte classique, bah, ça met une dynamique, une bonne dynamique dans l'équipe, donc ça fait des résultats. David Komat, bah, là aussi on sait que les Autrichiens sont toujours des bons tireurs, et avec un 20 sur 20 ça fait le bon résultat du jour. Samuelsson, 18 sur 20, je disais, hein, résultat correct pour Samuelsson. J'attendais pas grand chose à Suédois, que ça soit Ponsiluoma et Samuelsson, et ouais, bah, il fait une très très belle course aujourd'hui. Une erreur sur les deux debout, mais des couchers parfaits, donc faut qu'il se serve de ça pour les prochaines courses, Sébastien Samuelsson, pour avoir la confiance. C'est vrai que pour le moment sur le tiers, il n'est pas dans l'état de Ponsiluoma, mais c'est encore trop irrégulier. Mais j'espère que voilà, ce qui travaille à l'entraînement, ça va, au bout d'un moment, ça va payer, parce que c'est vrai que du côté de la Suède, c'est difficile au niveau du tir. Et là, Samuelsson, bah, il a montré de très bonnes choses aujourd'hui. Donc, puis ça va peut-être donner de la confiance à une Anna Heuberg demain. Pourquoi pas? Ça pourrait être la belle histoire, Anna Heuberg. Parce qu'on avait vu qu'à Oberhof, elle avait fini plutôt fort. Donc on va voir quand même du côté d'Anna Heuberg si cette course, ça peut lui convenir. Johannes Dalle. Bah, retour en Coupe du Monde, après avoir fait un petit tour en IBU Cup où il avait bien dominé en IBU Cup ses petits camarades. Bah, il est de retour en Coupe du Monde, lui qui avait été redescendu par la Norvège. Et pour moi, il faut se méfier pour certaines filles de l'équipe de France, parce que Lucas Dalle peut se reproduire dans d'autres formations. Dalle, encore une fois, il est troisième de la Coupe du Monde l'année dernière, hein. C'est pas un branquignol, Johannes Dalle. Et il le montre encore aujourd'hui, pourtant sur un exercice qui n'est pas sa spécialité. L'individuel, c'est pas sa spécialité. C'est vrai que je me suis dit, revenir sur l'individuel, c'est pas forcément un cadeau de la part de la Norvège de le remettre sur cette épreuve-là, parce que c'est une épreuve où il faut être solide au tir, sauf que quand on regarde ces courses IBU Cup, il y a toujours une balle, deux balles qui traînent par-ci par-là. Sur la poursuite, il avait fait 18. La poursuite, là, il y a 3-4 jours. Donc, c'est vrai que du côté de Dalle, je me disais, l'individuel, le 20 km, ça va pas être évident pour lui de revenir. En plus, il rate deux balles sur le premier tour. Je me dis, ouh là là, c'est mal embarqué cette affaire-là. Ça risque d'être compliqué pour lui. Et puis, bah non, parce que derrière, il fait 15 sur 15, il se remet dedans, il a un tir solide. Là aussi, parce qu'il arrive d'une IBU Cup où aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de niveau qu'il y a quelques années en IBU Cup. Là, encore une fois, comme on l'a vu avec Paula Beauté, mais la transition IBU Cup et Coupe du Monde, elle est plus simple à faire qu'à une époque où il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Là, il y a une belle densité maintenant en IBU Cup. Donc, faut pas sous-estimer les résultats qu'ont certaines filles aussi en IBU Cup. Notamment. Et là, les Norvégiens, ouais, Dalle, il revient, et puis je pense qu'il a l'écro maintenant, Johannes Dalle. Il a l'écro parce que il a pas envie de faire les allers-retours entre Coupe du Monde et IBU Cup, il a envie de rester. Mais pour rester en Coupe du Monde, il va falloir avoir des résultats. Bon, un bon 15 sur 15, ça va le mettre en confiance. Et puis surtout, deuxième Norvégien du jour aussi, hein, derrière Swerum. Komat. Et donc Burkhalter, 19 sur 20. Dommage, Justus Strelo. Parce qu'il avait fait un super relais mixte, Strelo, avec Célina Grossian, mais lui, il a été très très bon au tir du côté d'Oberhof. Et comme on sait qu'il est capable de tirer très vite, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais tu vois qu'avec un 19 sur 20, il est que 11e. Donc le temps de ski était pas top pour Justus Strelo, et surtout Fabien Claude et Eric Perrault, qui pourtant font un 18 sur 20, sont quasiment à ses trousses. Donc c'est-à-dire que vraiment sur les skis, il perd une grosse minute aujourd'hui en temps de ski. Donc pas exceptionnel. Fabien Claude, ouais, c'est un peu comme Samuelsson, hein, 2 erreurs sur les deux bouts. Bon, il n'y a pas de double. Donc là, c'est pas catastrophique pour Fabien. Eric Perrault,
Petite déception, c'est les 2 erreurs sur le même tir. Après, encore une fois, 18 sur 20, c'est correct vraiment sur une course de ce format-là. Ce qui est particulier du côté d'Éric Perrault, on a eu l'impression qu'il a eu du mal à gérer l'enchaînement couché-debout. Cette transition entre le couché et le debout lui a cassé les pattes sur le premier tir. J'avais l'impression qu'il se battait vraiment avec sa carabine sur ce tir-là. Donc peut-être voilà, il faut encore un peu d'expérience pour lui dans l'individuel. Après, c'est compliqué. L'individuel, il y en a 2, 3, 4 par an. Donc c'est vraiment un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Là, cette année, en plus, Contiolati, c'est un individuel court. Donc le 20 km, c'est pas habituel non plus. Moi, je préfère quand même quand c'est un format 20 km, puisque là, on a pu voir tous les concurrents. Alors que sur un format 15, c'est beaucoup plus dense. Voilà, il y a un peu tout le monde qui se retrouve les uns avec les autres, donc c'est un petit peu plus le bordel. Alors je trouve que sur un 20 km, c'est un peu plus posé. On a le temps de voir les tirs, on a le temps de voir un peu des intermédiaires aussi autour du stade, donc je préfère moi le format long. Puis je trouve que ce qui permet aussi de faire la différence par rapport à une Mastart, par rapport à d'autres épreuves à 4 tirs, c'est que là, c'est pas seulement la minute de pénalité, c'est aussi de se dire il y a 20 km, donc c'est aussi une petite épreuve d'endurance de ce côté-là. À quand le 50 km biathlon? Ça pourrait donner des idées. À Oslo, par exemple, de faire un 50 km biathlon, ça serait marrant. Ça serait intéressant à suivre. Parce que si tu... Ça pourrait être très dur comme épreuve, mais peut-être qu'il y aurait des très bons résultats en tir parce qu'on serait moins haut au niveau rythme cardiaque pour tenir en termes d'adhérence. Donc il y aurait peut-être des tirs très solides sur une épreuve comme ça de 50 km. Tariebeu, bah, il s'est fait avoir comme un bleu sur le dernier tir. C'est ça qui a dû énerver Siegfried Massé, c'est qu'il se fait avoir complètement sur le dernier tir, où il est pas... la dernière balle, elle est dure à mettre. Hein. Enfin, il la met pas dedans en plus, hein, mais la dernière balle, elle est dure à sortir. Il passe un temps fou à essayer de mettre cette dernière balle. Et celle d'avant, je pense qu'elle doit être bien à côté. Hein. On n'a pas la simulation, mais je pense qu'elle doit être bien à côté. Et la dernière, ouais, il met un temps fou à la sortir. Donc déjà, ça veut dire que ça ne fait pas un très bon temps de tir. Et puis après, en termes de performance pure, bah, il en manque un peu sur les skis hein, quand même aujourd'hui du côté de Tarier. Encore une fois, comme je disais, il est capable de le faire sur une course, mais il est plus capable d'enchaîner les rendez-vous. Tarier-Beu. Là, on voit qu'il vieillit. C'est un peu comme Simon Eder. Hein. Simon Eder aussi, hein, quand on voit, il a du mal à être présent toute la saison. C'est beaucoup plus irrégulier qu'à une époque. Bah, c'est un peu pareil pour Tarier-Beu, c'est-à-dire que ça commence à vieillir un petit peu du côté du Norvégien. Et puis on retrouve ensuite Antonin Guigona. Bah, du 8 sur 20, c'est quand même une course pas mal. Devant la grille. Dommage, Johannes Kuhn, l'Allemand. Parce que la double, elle fait mal aussi. Et puis, Stromsheim, bah, ça va pas suffisamment vite sur les skis. Et bon, déjà, l'individuel, quand il le gars à la Contiolati, ça va pas très vite sur le ski, mais c'est vraiment un domaine où il doit travailler. C'est sur sa puissance physique, parce qu'on voit que là, ça ne pardonne pas. Emilien Jacquelin, peut-être perturbé aussi hein, par Johannes Beu, parce qu'il partait, comme Éric Perrault aussi, il partait pas très loin de Johannes Beu. Pas si loin que ça de Johannes Beu, donc c'est vrai qu'il a peut-être été surpris par l'arrêt. On ne sait même pas s'il a fini. Il a fini Beu, mais par le manque d'envie de Johannes Beu, il a peut-être été surpris de ce côté-là, Emilien Jacquelin, parce qu'on sait que les deux sont quand même de grands amis. Et ça l'a peut-être surpris, parce que le temps de ski est pas canon, avec un 18 sur 20, ou peut-être que voilà, un petit peu de fatigue pour Emilien. Un petit contre-coup de ses entraînements en Norvège cet hiver et au moment de Noël. Il y a peut-être un petit contre-coup là, donc il faudra suivre si il est un peu aussi en baisse de rythme sur les prochaines courses. Et puis Krachmar, Jacomel, bah, il en manque encore, mais je dirais que c'est le résumé de son début de saison pour le moment. Navrach, Stalder, 17 sur 20 pour Quentin, il y a une erreur de trop. Donc forcément ça fait une course moyenne parce qu'il y a une erreur de trop. Après les jambes sont là hein, parce que tu vois qu'il reprend 15 secondes à Swerum en gros, mais voilà, il en manque
Il en manque encore un petit peu sur le pas de tir, voilà. Il y a encore une fois ce manque de régularité dans les performances. Ce qu'on peut reprocher du côté de l'équipe de France. Et puis Zovan, Pontsilioma, Shamaev, Fag, Gunka et Campbell White pour compléter le top 30. Mais on voit quand même que tous les Français sont dans le top 30 aujourd'hui, donc ils marquent tous des points pour la Coupe du Monde sur un exercice qui pourtant ne nous a jamais vraiment réussi. Alors là, vous devez vous dire, mais il est où Johannes Beu si vous n'avez pas regardé la course? Ça a été la catastrophe pour Johannes Beu. Vraiment la catastrophe pour lui. Alors, on voit Roman Ries qui était de retour aussi. Roman Ries, l'Allemand, qui avait remporté un individuel de début de saison il y a quelques années. C'était il y a 2 ans? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais même plus quand il avait gagné en Coupe du Monde. Pour ceux qui se souviennent, Coupe du Monde, c'était soit 2023, soit 2022. Je ne sais plus. Mais qui était en ce moment en IBU Cup, hein, on l'avait vu en IBU Cup, il avait gagné quand? C'était l'an dernier à Östersund, avec un 19 sur 20 sur l'individuel, et puis après il avait un peu sombré en cours de saison. On le voit, avant même d'atterrir cette année en IBU Cup, en début d'année. Pour lui, où on l'avait vu sur des courses à 4 tirs, plutôt pas mal. On voit, il y a assez peu de... Il n'y a pas trop de manqué au niveau des tirs, mais avec des temps de ski qui ne sont pas suffisants. Donc voilà, retour de Roman Ries, bon 39e aujourd'hui avec un 17 sur 20. Tero Seppala, 16 sur 20, pas suffisant, mais quand c'est pas lui qui marche, il y a toujours Otto Evenius, donc je dirais qu'il se partage bien les tâches entre les deux. Et puis Leitner, Zobel, l'Allemand, 43e aujourd'hui. Malgré un 18 sur 20, le temps de ski n'était pas exceptionnel. Bionaz, 16 sur 20, il a vraiment perdu son tir, Bionaz, parce que avant il était capable de faire beaucoup mieux. Et puis si on descend dans le Langer aussi, pas en grande forme en ce moment. C'est dur pour Thierry Langer, parce que 3 erreurs là sur le coucher, ça fait un peu mal quand même pour lui. Et puis on descend, et on va tomber sur la course catastrophique. Alors déjà, Rittmüller, début de course catastrophique l'Allemand, avec 13 sur 20, tu peux pas faire de miracle. Et pourtant, le temps de ski devait pas être dégueulasse parce qu'il était plus rapide que Swerum. Mais non, on va finir avec Johannes Beu. Vous voyez, Johannes Beu, pas dedans du tout. Alors, pas dedans, c'est fou, hein. Un peu comme la première course d'Oberhof au niveau du tir. J'ai eu le même sentiment que sur la première course d'Oberhof. C'est-à-dire qu'il tirait, mais bon, il y avait personne derrière la carabine. C'était... je balance les balles, mais je regarde pas si tout est en place. J'ai eu vraiment le même sentiment qu'à Oberhof, où je m'étais dit, ah oui, il est pas... Enfin, c'est fou quand même, sa manière de tirer, c'est pas exceptionnel. Là, j'ai eu le même sentiment, voilà, pour Johannes Beu, donc là, c'est encore pire. Et puis en plus, t'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là, enfin, je sais pas, mais c'était particulier, voilà, Johannes Beu, parce qu'on vouloir abandonner, c'est quand même rare chez le Norvégien. Il finit quand même, parce que Emilien Jacquelin l'a un peu engueulé, mais c'était très bizarre, voilà, ce qui s'est passé pour Johannes Beu. Ça serait même intéressant de l'avoir en interview, de savoir même ce qu'ils se sont échangés comme nom, comme moi avec Emilien Jacquelin. Pidrouchny loin, mais qui s'est complètement raté aussi au niveau du tir aujourd'hui, parce que 8 balles manquées, donc c'est énorme. Puis bon, après on voit les concurrents moins habitués à la Coupe du Monde, notamment le Britannique Marcus Bolin, qui malgré un 15 sur 20 finit 102e. Mais voilà, après c'est plus compliqué au niveau des temps de ski. Tiens, les temps de ski, on va les regarder sur cette épreuve. Swerum, 11e temps de ski, donc c'était pas le plus rapide aujourd'hui. Swerum, mais vous voyez, un petit enchaînement de rototo, de remontée gastrique. Quand vous regardez du côté de Swerum, il perd du temps régulièrement.
Donc il n'y a pas eu un tour où on est habitué avec Sweroom à avoir 2-3 tours lents et puis ensuite il finit comme un boulet de canon lent. Là il a été beaucoup plus régulier sur sa course et c'est peut-être ce qui a fait qu'il a pu faire un 20 sur 20, qui s'est peut-être moins emballé sur sa fin de course, ce qui a peut-être été bénéfique pour lui avec un temps de course vraiment très bon à la fin, vu qu'il gagne, mais un temps de ski qui n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà, aujourd'hui, Emilien Claude, moi déjà, je vais retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en temps de tir, il est 24e. C'est-à-dire que son temps de tir, il est déjà pas mal pour un individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où il a ralenti la cadence. Vous voyez qu'il est même très régulier sur ses temps de tir, 39, puis 26, puis 29, puis 30. Donc vous voyez qu'il est toujours à peu près dans les mêmes eaux sur son tir. Donc même le dernier tir, il n'a pas mis plus de temps à tirer ses dernières balles, donc ça c'est déjà très intéressant. Deuxièmement, moi ce que je note c'est ça. 21e. On voit les progrès qu'il a fait sur le ski. Alors, il y a encore des progrès à faire. Là, il disait en plus qu'il n'était pas dans une très grande journée. Mais 21e, à une époque, c'était un mec qui avait du mal à être mieux que 45e en temps de ski en Coupe du Monde. Donc là, on voit les progrès d'Emilien Claude. On en avait déjà parlé sur les dernières courses où j'avais dit, oui, bah, il progresse sur les skis, il manquait le tir. Maintenant, il a le tir. Donc c'est pas mal du côté d'Emilien Claude. Rastor Goulief, c'est fou parce que là, il est top 10 aujourd'hui en temps de ski, alors que sur d'autres épreuves à 4 tirs, il n'arrive pas à être dans le top 10. Donc c'est vraiment l'individuel où il arrive à être performant, il arrive à très bien gérer cet effort. Ce qu'arrivait à faire aussi Simon Eder pendant très longtemps, parce que vraiment sur les autres disciplines, c'est pas ça. Et là, il fait une course vraiment chouette, quoi. Hein, Rastor Goulief, non, il fait une très très belle course. Niklas Hardweg, bah, un peu dans les mêmes eaux qu'Emilien Claude, en termes de temps de ski. Un peu plus rapide sur le tir. C'est là où voilà, un peu plus rapide sur le tir. Donc c'est là où il reprend 30 secondes à Emilien Claude. C'est à la fois sur les 20 secondes de ski, mais les 10 secondes de tir en moins aussi, ça compte. Hornig, bon, 32e sur les skis, c'est pas exceptionnel. Par contre, là aussi, hein, on voit que c'est pas un mec qui a craqué. Potentiel. Alors, il a un peu perdu quand même dans la hiérarchie, parce qu'il était plutôt autour de la 30e place et il finit les deux derniers tours aux alentours de la 40e place. Mais c'est pas non plus une différence dingue, quoi. Il n'y a pas vraiment une grosse craquante non plus. Et puis de l'autre côté, bah, au terme de tir, sans faute, donc c'est ce qui fait la différence aussi. Samuelsson, c'est dommage, très bon temps de ski. On voit aujourd'hui, mais un temps de tir déjà qui est très long, donc on voit le manque de confiance derrière la carabine, parce que 42 secondes de tir, bah, c'est 20 secondes de plus qu'Emilien Claude, c'est 30 secondes de plus que Rastor Goulief, donc bah, ça coûte très cher en termes de temps. Donc là, il faut retrouver la confiance derrière la carabine pour réussir à tirer plus vite. Otto Evenius, sans faute. Mais un temps de ski qui pourrait être meilleur, hein, 41e, c'est pas excellent. Et on voit que surtout il fait un dernier tour canon lui, hein, son dernier tour et son meilleur tour, Otto Evenius. Donc là il y a peut-être quelque chose à faire de mieux pour lui. Puis Johannes Dahle, pas le plus rapide sur les skis. Alors il est 4e, hein, mais c'est vrai qu'on l'a connu parfois beaucoup plus rapide que ça sur les skis, Johannes Dahle. Mais par contre un 18 sur 20, Komatz, mieux que d'habitude avec cette 43e place devant Buchalter. Strello, oui, comme je disais, le temps de ski était pas bon, 31e. Donc il a eu un peu de mal à finir. Hein, ouais. Le dernier tour, il est pas top du côté de ce Strello. Fabien Claude, bonne course parce que très régulier sur ses skis, sur le temps de ski. Bon, voilà, il y a ces deux erreurs, mais on voit que le temps de ski est vraiment pas dégueulasse du côté de Fabien Claude. Et Eric Perrault, bah, juste derrière, donc là aussi c'est plutôt pas mal. Il est dans sa moyenne, Eric Perrault, entre 10 et 15, c'est vraiment sa moyenne. Alors que Tariebeu, le temps de ski était bon, par contre le temps de tir, vous allez voir le dernier tir, quand je vous disais qu'il a vraiment eu du mal à sortir ses balles, sur les deux derniers tirs, donc déjà le tir précédent, ça cogite. Parce que seulement 81e et 98 sur le dernier tir, donc quasiment dans les derniers. Il a vraiment souffert. Et Antonin Guigona, très bon temps de ski pour lui. 16e, ça c'est vraiment canon. Donc des bonnes jambes en ce moment pour Antonin Guigona. Voilà, dommage, le 18 sur 20, il est devant ce tour-là en temps de ski.
Donc c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Johannes Koen, comme je disais, dommage le tir. Parce que là aussi, ça pouvait faire une belle course. Tromsheim, trop lent. 33e, c'est pas suffisant aujourd'hui. C'est pas suffisant du tout. Avec notamment, en plus, il y a des grosses irrégularités dans ces tours. Premier tour, elle est 12e. Deuxième tour, elle est 50e. Troisième tour, elle est 62. Il repasse 22 sur le quatrième tour. Cinquième tour, elle est 35. Ça veut dire que c'est un peu fait le yo-yo, donc un peu une difficulté à gérer son effort du côté de Stromsheim. Et puis Jacquelin, pas fou sur les skis aujourd'hui, hein, seulement 22e. Pas dans une grande journée, mis un Jacquelin. Malgré un temps de tir rapide, il perd quand même 2 minutes sur les skis. C'était loin d'être exceptionnel. Et là aussi, on part vite et on finit difficilement sur les 2 derniers tours. Du côté des Miliens, Jacquelin. Giacomel, mieux que d'habitude sur les skis, mais 3 erreurs, c'est dommage. Et Quentin Fillon-Maillet, bien sur les skis, mais dommage aussi, 3 erreurs. Ça coûte un petit peu cher. Pontiloma, meilleur temps de ski aujourd'hui, mais trop d'erreurs au tir, c'est dommage pour lui. Et puis, si on descend un petit peu dans la hiérarchie au niveau des résultats aujourd'hui, eh bien, on va aller voir Didier Bionaz, 13e temps de ski, donc pas mal. Sauf qu'il y a trop d'erreurs au tir aujourd'hui pour ce concurrent-là. Et puis, je descends, je voulais voir. Ensuite, notre ami Thierry Langer, déjà, et puis voir également Johannes Beu. Qui ont été en difficulté. Johannes Beu, aujourd'hui, ça a été un peu la croix à la bannière. Dourchenko, le temps de ski est catastrophique. Après, on voit qu'il a vraiment bien ralenti sur les 2 derniers tours. Dalino Rettmuller, c'est dommage. Le temps de ski était très très bon aujourd'hui, 3e. Mais le temps de tir est vraiment pas bon. Et puis beaucoup trop d'erreurs. Il a pris la course à l'envers. On pourrait dire Johannes. Bon, vous voyez, les 2 derniers tirs, les 2 derniers tours, il est fait vraiment au ralenti. Il est vraiment complètement au ralenti, même déjà le tour 3, on voit qu'il n'est pas dedans. Et puis, il y a 5 erreurs au tir, c'est vraiment inhabituel pour lui. Donc là, ça a été compliqué. Puis Drouchny, c'est dommage, 39e en temps de ski, mais bon, trop d'erreurs au tir. 8, c'était pas suffisant. Et j'ai perdu Thierry Langer, le Belge. Qui fait également une mauvaise journée, mais je voulais voir son temps de ski à Thierry Langer. Finello, tiens, assez loin, 15 sur 20 aussi, Thierry Langer. Ouais, ça va pas mieux au niveau du temps de ski, 49e, le Belge est en difficulté pour le moment. On finit avec l'IBU Cup. Aujourd'hui, il y avait 2 épreuves d'IBU Cup, c'était 2 individuels, mais des individuels courts. Ça s'est passé moyennement pour les Françaises. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on a été habitué à mieux. Malgré la 2e place de Galmas Paulin, vous voyez, avec quand même un temps de ski canon derrière Erdal. Vous avez Sophie Chevaux qui est 4e avec un 18 sur 20 aujourd'hui du côté de Sophie Chevaux. Et puis Mangin, le temps de ski par contre canon, parce qu'on voit qu'elle est qu'à 10 secondes de Sophie Chevaux. Mangin avec un 18 sur 20 aujourd'hui. Du côté des autres Françaises sur cette épreuve, Benet et Guigona, elles, n'ont pas participé, donc peut-être malades. Et Jean-Nier, 5 erreurs aujourd'hui sur cette course pour la 3e française qui a fini 20e. Et puis chez les garçons, la victoire de Bakken, retour de Bakken après 3 ans de galère, notamment avec une myocardite pour lui, donc ça a été vraiment très difficile. Le vaccin contre la Covid ne l'a pas aidé du côté de Bakken. Avec Alpenes, Frey et Paulson, les 4 premiers sont encore des Norvégiens. Le premier français, c'est Paturel avec un 17 sur 20. C'est dommage parce que le temps de ski était pas mal du côté de Paturel. Vous voyez que il a quasiment le même temps que Bakken, en gros. Et si on regarde du côté des Français, eh bien, vous avez Jeffries qui est 32 avec 5 erreurs, comme Broutier. Lombardo qui était de retour après un syndrome d'éloge, comme les motards, qui revient à la 27e place. Et Guiraud Poyot, avec 2 erreurs, finit 10e. Voilà, juste derrière Paturel. Donc journée
Voilà, pas excellente du côté des Français. Demain, on rappelle, nous, on aura un individuel chez les filles et il n'y aura pas de course. En passant du côté de l'IBU Cup. L'IBU Cup reprendra avec un sprint le 17 janvier, c'est-à-dire samedi. Voilà, il n'y aura pas de course d'ici là pour eux. Donc nous, on se retrouve demain, débrief de l'individuel dame. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.